Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Précurseurs, le nouveau format de Boap Media. Merci au Sneakers Café qui a bien voulu nous accueillir et qui permet de faire ce format dans d'excellentes conditions. Pour ce premier épisode, quoi de plus logique d'avoir un acteur qui a œuvré depuis très longtemps dans le mouvement hip-hop belge, Phil One. Vous connaissez sûrement son travail au sein de Tarmac, il a fait énormément de choses avant, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies et on va essayer de décortiquer ensemble dans Précurseurs sur Boap Media. Générique. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on considère que tu es un acteur quand même très important dans le hip-hop belge et le hip-hop en général. Donc je vais commencer par deux questions assez simples. Quand tu as commencé l'histoire d'amour avec le hip-hop et comment tu l'as rencontré en fait? Alors, il faut savoir qu'on remonte quand même dans les années 80, début 80, 83, 84 par là. En fait, on découvrait un petit peu cette culture par des magazines, quelques émissions télévisées sur les chaînes allemandes d'ailleurs, pas mal sur les chaînes allemandes, un petit peu sur les chaînes hollandaises. Très peu, à part bien entendu, on va reparler après, je pense, d'une émission HIP et HOP, un petit peu sur la France. Et moi, je suis tombé sur un magazine en fait allemand, un magazine de pop allemand, de musique allemande, dans lequel il parlait de breaking avec les Rocksteady Crew. Et ça m'a attiré, ça m'a plu. J'ai commencé à me renseigner. On a vu les premiers clips vidéo. Et puis tout de suite, ben, voilà, ça m'a touché. Donc tout a commencé en Belgique, en tout cas, et dans pas mal de pays en Europe. Tout a commencé par la danse. Donc tout de suite, je me suis mis à la danse. Il y a plusieurs disciplines, du coup, dans le hip-hop. Ça a commencé par le graphe, il me semble, et puis la danse est venue après. Le graphe, on va dire, a toujours existé. Le graffiti a toujours existé. On peut retourner au temps de la préhistoire. Le fait de marquer son nom, de mettre une image sur un mur a toujours existé. Donc le graffiti a toujours existé, déjà pour revendiquer des choses, surtout dans ces quartiers où est née la culture hip-hop, c'est-à-dire le Bronx. Il y a toujours eu des graffitis qui ont existé, des graffeurs ont toujours existé, mais peut-être sous une autre forme. Mais on dit vraiment que la base de la culture hip-hop, la première discipline, c'est le DJing, c'est la musique. C'est le DJ qui est le père fondateur de cette culture avant tout. Il y a le DJing, du coup, comme tu dis, le graphe, la danse et le rap qui va venir après. On sait que tu as été un acteur incroyable de la danse, tu as fait partie du groupe Dynamic Trees dans les années 80. Par quoi tu commences en fait? Est-ce que tu commences par le graphe? Est-ce que tu commences par... J'ai pas trouvé d'archives de toi où tu rappes, mais je suis sûr que ça a dû arriver. Alors, on peut en parler. Pour l'anecdote, en fait, avec Daddy, on est, je pense, dans les premiers à avoir écrit un rap en français. D'ailleurs, une partie de ce rap apparaît dans le rap de Benny B, Mais vous êtes fous, donc voilà. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Si, on a rappé bien sûr, mais tout a commencé au début des années 80 par le break. Le break, c'est la base, c'est la discipline, on va dire, la plus facile à accéder, puisque finalement, il ne faut pas grand-chose, un petit sol, ses skills personnels, une discipline un petit peu sportive, on est bien dans son corps et on y va. Donc la danse a été tout de suite la première discipline à laquelle on a pu accéder et qui était aussi la plus attirante. Après, le rap en français n'existait pas. Donc déjà, il fallait parler anglais. Par contre, il y a des acteurs dès les années 80 en Anvers qui rappaient déjà en anglais. Donc la discipline existait déjà dès le début des années 80. Donc il ne faut pas dire qu'elle n'existait pas non plus. Mais c'est vrai que la plupart des gens à Bruxelles qui étaient francophones, qui puisaient, ont commencé par la danse. Et ensuite, bien entendu, via justement les reportages et l'information qu'on a reçue de part et d'autre, on a commencé aussi à toucher au crayon, au graffiti, à essayer la bombe un jour sur un mur. Et puis le DJing, ça s'est venu un petit peu plus tard parce qu'il fallait du matériel, donc c'était pas évident. Ouais, c'est ça. Parce que la danse, comme tu dis, est beaucoup plus accessible. Justement, ça arrive dans les années 80 aux États-Unis. Plutôt, bien sûr. Plutôt que ça. Oui, bien sûr. La danse, le breaking, comme on le connaît aujourd'hui, on peut dire que sa date de fondation, c'est 77, 77. Justement, on dit que c'est les journalistes qui appellent ça le breakdance et que c'est une autre expression avant, mais qu'on regroupe tout ça un peu. Le breakdance, c'est un terme qu'on essaye d'effacer petit à petit de l'histoire de notre culture, parce que c'est un terme qui a été inventé par les médias principalement allemands et européens par la suite, parce qu'en fait, le vrai terme, c'est ou le breaking, ou le b-boying, ou le b-girling. Le b-boying, pourquoi? Parce que le b-boy est en fait le garçon qui danse sur les breaks. D'accord. Puisque d'où vient le fait de faire du breaking?
à la base, c'est danser sur le break de la musique que le DJ va jouer. Ok, ouais. Sur tous les disques de l'époque, donc on ne parle pas de l'époque du rap, on parle vraiment des disques que les DJ jouaient, c'est-à-dire les vieux funk, les vieux soul, il y a toujours une partie break, c'est-à-dire ce qu'on appelle, voilà, c'est une partie où c'est souvent très instrumental. Ouais. Et en fait, le DJ, dont Kool Herc, qui est le père fondateur de la culture hip-hop, a eu l'idée de ce qu'il a appelé lui par la suite le merry-go-round, c'est-à-dire de répéter cette partie pour justement permettre aux danseurs de commencer à danser. Donc les boys, les danseurs dansaient sur le break. Et donc il les a appelés les break boys, B-boys. Mais le B a aussi été repris par la suite comme Bronx boy, puisque la plupart de ces danseurs finalement venaient d'un quartier qui s'appelle le Bronx, où est née cette culture hip-hop. Et donc B-boy ou B-girl, c'est le terme exact. Et ensuite, pour réunir un petit peu toute cette danse, pour avoir un terme un peu plus générique, c'est le breaking. Mais quand le breaking est arrivé, on va dire, en Europe, le terme breaking ne parlait peut-être même pas aux médias, et ils l'ont appelé le breakdance. When Kool Herc gave a party, everybody be there. A lot of people used to have fun, big fun. That was the talk for the whole weekend, or the whole summer. Where did you party? I was partying with Kool Herc, man. He gave a block party, you know, the tennis court disco, a lot of other things too. C'est intéressant parce que tu parles du moment de break justement entre deux platines et c'est là que les danseurs vont commencer à performer. C'est un peu ce qui va arriver, on va en parler tout à l'heure, dans le rap avec le Get Down en fait. Le moment aussi instrumental où les MC vont pouvoir s'exprimer par rapport à ça, et d'où la naissance du rap. Donc tu as fait partie du groupe Dynamic Trees avec Daddy Key. Je ne sais pas si on prononce Dynamic Trees ou Tree. Dynamic Tree, c'est ça. Dynamic Tree avec Daddy Key. Avec Daddy Key, vous êtes 3 fois champion de Belgique, donc c'est vraiment pas rien. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce groupe et comment, jusqu'où vous êtes allé en fait? La genèse, elle est simple. C'est des mecs de quartier qui se rassemblent à des endroits où on peut s'entraîner, parce qu'il n'y avait pas énormément d'endroits, puisqu'il faut un bon sol, il faut un endroit en hiver assez chaud pour quand même s'entraîner. On avait, c'est vrai, la basilique de Kuckelberg au niveau du parvis, où on pouvait s'entraîner en été. Et on avait le hall des sports de Gansoren avec un bon sol en hiver où on était un peu plus chaud. Après, moi, j'étais déjà, on avait déjà formé un petit groupe dans le quartier où j'ai grandi, entre Gansoren et Jette. Et on a rencontré après Daddy Key par la suite via d'autres danseurs. Et on a trouvé ça sympa de se réunir. Alors pour l'anecdote, pourquoi on s'est réunis? Parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de blancs belges qui breakaient à l'époque. Il y avait pas mal de jeunes issus de l'immigration maghrébine ou de l'immigration congolaise. Finalement, on était un peu les seuls blancs, entre guillemets. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est réunis avec Daddy Key et Danny. Et on a formé, comme on était 3, on a formé Dynamic Tree. Mais après Dynamic Tree, bien sûr, on a agrandi notre cercle. Et là, se sont ajoutés pas mal de gens, des gens qui dansent encore aujourd'hui, comme Mike Alvarez. Il y a eu Eric Yuma, qui aujourd'hui est entraîneur et a été un champion au niveau du foot américain en Allemagne et en Belgique. Donc voilà, donc on a agrandi, il y a eu Boinem, voilà, on a vraiment agrandi notre cercle. Et Dynamic Tree est devenu bien plus grand qu'on va dire que ces 3 personnes. Mais la base, ça a été vraiment ces 3 personnes. Il y a également Redouane, enfin, il y en a eu pas mal. Donc quand tu commences avec donc, tes amis avec lesquels tu te regroupes, avec qui tu danses à Bruxelles, et on arrive à être 3 fois champion de Belgique. Donc comment ça se passe? Comment on rentre dans une compétition? Les compétitions ne sont pas les mêmes. En effet, c'est comique que tu parles de compétition, c'est pertinent, parce qu'on n'appelait pas ça trop des battles comme aujourd'hui. Parce que finalement, c'était plus des compétitions, c'était plus des groupes qui présentaient une sorte de chorégraphie. Il n'y avait pas vraiment de battle entre l'un et l'autre groupe, c'était assez rare. C'est vrai qu'on a grandi en regardant le fameux battle dans le film Beat Street, qui est vraiment notre référence au niveau de la culture. Voilà, donc ça évolue, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'était pas mal de compétitions. Donc on a eu plusieurs championnats, comme on les appelait même en français, des championnats. Donc on a eu ce que vous connaissez aujourd'hui sous le Bloody Louise. C'était les studios Galerie à l'époque. Et là on a gagné un championnat. Il y avait des Hollandais, il y avait des Français, il y avait des Belges. Donc voilà, c'était une fierté aussi pour nous d'avoir gagné dans notre ville ce championnat. Et puis après, on a fait d'autres concours en verse, à gauche, à droite, mais c'était plus des championnats que des battles eux-mêmes. Quand on fait partie d'un mouvement de niche, on peut le dire à l'époque, qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, donc on a parlé de la danse, mais quand on parle du hip-hop en général, aujourd'hui la place qu'il a en francophonie, dans le monde entier en fait, c'est énorme. Comment on se sent par rapport à ça? Est-ce qu'on ressent de la fierté parce qu'on se dit, je me suis accroché à un truc
qui était vraiment de niche à la base et qui est devenu aussi gros. Est-ce qu'on ressent... je ne sais pas quel est l'état d'esprit qu'on puisse avoir maintenant. C'est plus, je dirais, la satisfaction. C'est-à-dire qu'on savait, on va dire, les gens qu'on appelle, entre guillemets, pionniers de cette culture, on savait bien que cette culture était là pour rester et pour durer. Mais ça, vous en étiez sûr à la base ça, on en était sûr. On savait bien que c'était un truc tellement... On a vu d'autres choses se foirer très vite après. Oui, mais il y avait une telle richesse dans cette culture, il y avait un tel mélange, un tel échange entre les gens qui faisaient partie de cette culture et ce mouvement. D'ailleurs, on l'appelait un mouvement, on l'appelait même pas une culture, on l'appelait un mouvement. On savait que ce mouvement, justement, allait perdurer, allait continuer à bouger. Donc ça, on en était certain. Après, aujourd'hui, pour moi, c'est une satisfaction parce que l'idée, c'était de pouvoir fonder quelque chose, de donner aux générations qui allaient nous suivre des armes et des outils qui allaient leur permettre de continuer, de faire perdurer cette culture. Et je pense avec ce que certains, pas que moi, plein d'autres, ont mis en place, ils ont permis justement à d'autres générations de continuer à connaître et à apprendre cette culture et à apprendre ce mouvement. Alors oui, il a pris d'autres formes aujourd'hui. Le rap a pris un petit peu le dessus sur les autres disciplines. C'était compliqué aujourd'hui de faire des soirées, des événements où toutes les disciplines se réunissent. C'est vrai, mais dans l'absolu, c'est pas encore trop grave. Ouais. Parce que chaque discipline aujourd'hui a ses codes, chaque discipline a ses événements importants, a sa reconnaissance internationale. Et moi, je dirais que c'est plus une satisfaction. Et je suis vraiment, voilà, je suis tellement heureux quand je vois cette jeune génération aujourd'hui. Et j'en suis même souvent, voilà, je suis admiratif, moi, cette nouvelle génération. Ouais. Je ne suis pas du genre à mettre un t-shirt, le rap, c'était mieux avant. Ouais. Moi, je suis du genre à dire, voilà, cette nouvelle génération, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération se prend en main. Il a une cam, il va faire un clip sur YouTube, ils ont une salle, ils vont prendre un avion, ils vont aller dans un battle, ils vont se débrouiller d'avoir une voiture, ils vont bouger, ils vont plus chercher à être assistés entre guillemets. Alors je ne dis pas que notre génération, on n'était que des assistés, pas du tout. Mais en tout cas, cette nouvelle génération, elle a la possibilité aujourd'hui de se prendre en main et elle aime se prendre en main et elle aime évoluer par elle-même. Et ça, c'est peut-être en effet la fondation qu'on a pu construire au début des années 80 et surtout les années 90 qui ont été le Golden Age. On a pu construire et aujourd'hui, j'en suis... Ouais, il y a une fierté aussi, mais surtout une satisfaction. Ouais. Mais on savait en tout cas que ce mouvement était tellement puissant qu'on n'était pas, on va dire, que là pour de passage. On savait que ça allait suivre. On voyait déjà des plus jeunes nous suivre aussi. Ouais, après, moi, je faisais partie des plus jeunes. En 84, je faisais partie, moi, des plus jeunes. Mais à la fin des années 80, début des années 90, on voyait déjà des plus jeunes s'intéresser. Des cours s'ouvrir dans les maisons de danse, donc dans les cours de danse, etc. Donc on savait qu'il y a quelque chose on l'a vu tout de suite, il y avait quelque chose qui se passait. Les médias s'y intéressaient. Alors même s'il y a des émissions comme HIP et HOP qui ont évolué, qui ont disparu, parce que voilà, c'est la télévision, c'est la production, mais il y en a d'autres qui sont nés. Sur MTV, Europe a pris de l'ampleur. Yo est devenu Yo MTV Raps sur MTV Amérique, diffusé également en Europe. Tu peux que comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, tout à fait. Ouais. On ne va pas citer d'autres mouvements qui ont existé où tu sentais que c'était un truc voilà, du moment, c'était rigolo, ça faisait partie, on va dire, d'une tendance actuelle au moment X. Mais là, tu sentais bien que ça fait partie aussi d'un mouvement revendicateur. Ça vient aussi d'une révolution des jeunes, ça vient d'une révolution de quartier. Donc ça ne peut pas mourir du jour au lendemain. On savait que c'était là pour rester. On peut évidemment pas parler du hip-hop sans parler de Afrika Bambaataa, qui est décrit comme le fondateur, décrit comme un des fondateurs du hip-hop, qui a créé la Zulu Nation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est pour toi la Zulu Nation en fait? Dans les années 80, la Zulu Nation c'était un peu la base de cette culture, même si on n'en faisait pas partie spécialement, on n'était pas membre, entre guillemets, officiel. C'était un petit peu là-bas. C'est-à-dire que c'est la Zulu Nation qui a lancé le mouvement de Peace, Unity, Love and Having Fun. C'est la Zulu Nation qui a, par ses acteurs, a amené cette culture en Europe, puisque c'est eux qui ont eu, les membres ont eu la chance de venir en Europe et d'apporter, on va dire, cette connaissance et ce mouvement en Europe. Donc, d'emblée, la Zulu Nation faisait partie de la vie de n'importe quel danseur, hip-hopper. Ça faisait, même si on ne faisait pas partie officiellement, ça faisait partie de notre vie et notre vie hip-hop, tout simplement. Ensuite, c'est vrai qu'en grandissant, on s'est dit qu'il y avait un moment, on pouvait peut-être se structurer. Et la Zulu Nation nous a apporté cette structure qui nous manquait.
En tout cas, pour une partie de la population hip-hop, pas tout le monde, mais pour une partie, ça nous a permis de nous structurer et de se dire, ben voilà, en dehors, on va dire, des 4 disciplines, il y a une 5e discipline qui est la plus importante, qui est la connaissance, qui réunit finalement toutes les autres disciplines. Et la Zoo Nation nous a permis, que ce soit en Belgique, en France, au Japon, en Asie, en Amérique, en Afrique, nous a permis justement de se structurer et de donner un sens autant économique, financier, bien sûr, que structurel, qu'une reconnaissance par les médias et des institutions grâce à on va dire une institution, ou en tout cas une organisation reconnue mondialement, qui possède des membres et des chapters, comme on les appelle, dans le monde entier. Donc la Zoo Nation a été la base, mais ça a été aussi une possibilité de faire évoluer cette culture. Alors il n'y a pas eu que la Zoo Nation, il y a eu plein d'autres organisations qui ont permis. Mais la Zoo Nation est une des organisations qui a vraiment permis l'évolution de cette culture. Donc pour nous, Belges, voilà, qui commençons, qui débutons, qui commençons à apprendre cette culture, ben la Zoo Nation nous a appris justement plein d'autres choses. Parce que la Zoo Nation possède également ce qu'on appelle les Infinity Lessons, qui sont des leçons infinies en français, qui nous permettent d'apprendre plein de choses. Et pas que Bembata, il y a plein d'autres acteurs dans la Zoo Nation, nous ont toujours appris que la connaissance est l'arme la plus importante pour pouvoir évoluer. Mais pas spécialement dans le monde de tous les jours, même dans notre culture hip-hop. Et il a toujours été dit dans la Zoo Nation qu'il ne faut pas qu'il y ait des danseurs, des graffeurs, des DJ, des MC dans le hip-hop. Il faut des docteurs, il faut des avocats, il faut des graphistes, il faut des gens qui connaissent le business, il faut des gens qui se trouvent peut-être à la tête de certaines compagnies de disques, parce que c'est ça qui va faire évoluer la culture. Et que c'est bien de s'amuser, voilà, on peut s'amuser, having fun comme on le dit, mais en dehors de ça, on savait déjà dans les années 80 et début 90 qu'il y avait un système économique qui pouvait dépendre, en tout cas descendre de tout ce qu'on faisait. Et la Zoo Nation a été un petit peu cette base. On a parlé de graffiti, de danse, etc. On va un peu parler de rap aussi. Je vais me permettre de citer Daddy, justement, qui dit dans une chanson Empire State of Bruxelles, clip où on te voit d'ailleurs, il dit « Le hip-hop capte pas », je vais évidemment pas le faire en rappant, pour le bien de tout le monde, « Le hip-hop capte pas qu'on fait partie des précurseurs. Les années 80, on était les premiers, le rap est bruxellois et laisse la concurrence par terre. » Est-ce que le rap francophone est-il vraiment bruxellois ? Parce que j'ai vu sur des sites que c'était français, j'ai vu des sites que c'était francophone, non. Le francophone, il y a eu des gars bien avant les Bruxellois qui ont rappé, bien sûr. Il faut rendre hommage à des gens comme Lionel D, des gens comme Destroy Mind, Johnny Go, les premiers gars de NTM. Donc il y avait des gens avant nous. En tout cas, Daddy, par exemple, et moi-même, on a été influencés, entre autres, par Lionel D, qui a été un des premiers rappeurs en français qu'on a vu. Alors, je ne parle pas de l'époque de Sydney, qui faisait déjà des petits raps dans son émission, qui parlait en rime. Je parle vraiment d'un rappeur qui nous a scotché avec Dynasty à ses côtés. Et c'est ça qui nous a influencé à écrire notre premier rap. Donc moi, je ne peux pas, en tout cas, je ne le crierai pas sur tous les toits que le rap francophone est bruxellois à la base. Je pense qu'il a été d'abord parisien. Parce que quand on voit le succès de Benny B, on peut presque parler du tout début du rap français. Enfin, en tout cas, le premier succès. Alors oui, alors ça bien sûr, et ça Benny B te le dira lui-même, Benny B a été, on va dire, le premier rap commercialisé qui a atteint un public que d'autres groupes qui étaient là même avant lui ou à la même période que lui n'ont pas atteint. Ça c'est clair. La popularité en fait. Oui, et ça même aujourd'hui, et Benny B le dit dans certaines interviews, il dit même des rappeurs d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu tangent de l'avouer, mais aujourd'hui, comme les années sont passées, il y a des rappeurs hyper connus d'aujourd'hui qui le disent clairement que leur premier rap, c'est Benny B. Qu'ils ont appris à rapper sur « Mais vous êtes fous ». Donc, le premier rap qui a été commercialisé, qui a touché une population qui n'était pas avertie, c'est le rap « Vous êtes fous » de Benny B, bien sûr. Après, il y a une autre partie de la population plus avertie qui avait déjà entendu du rap français, qui connaissait le rap français, bien entendu. En 1990, sort un album très important, Bruxelles Rap Convention, donc BRC, où j'ai pu lire que tu étais DJ. Est-ce que c'est vrai ça ou... Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Comment tu décrirais la genèse de cet album ? Comment ça s'est passé en fait ? Je l'ai écouté d'ailleurs, c'est assez fou d'entendre ces archives-là. Larry Lou, MC DPG, Kumi, Tasso et Wogdi, MC Rayer et DJ Colt, DJ Davidi, DJ Phil One, Futura Band, Drum Key, She Garrett Blues. En parcourant lettre-toi
de Bruxelles, tous les gens me traitaient de rebelle parce que je voulais pas faire comme eux, je voulais vivre heureux. En effet, c'est ainsi, nous mourons en français et on nous oublie, mais on est là pour vous faire changer d'avis. Pour que ça rime, pour que ça fait, pour que ça casse, pour que ça passe, sans faire de choses qui vous tracassent. Comment cet album a été fait, dans quel contexte, etc. Mais là, je pense que ça fera certainement partie d'une autre interview que vous aurez à faire avec Defiji, qui était l'organisateur de tout cet album. Il a eu la possibilité, il rappait déjà depuis pas mal de temps. C'était un amoureux, et c'est toujours un amoureux du funk et de la musique funk, mais également, bien sûr, de la culture hip-hop. Et il a eu la possibilité d'avoir un contrat avec une maison de disques, avec un producteur, et plutôt que d'en faire un album en solo, il a invité plein d'artistes qui existaient à ce moment-là, qui commençaient à rapper en français, et à créer plutôt qu'un album à son image et à son nom, il a créé plutôt une sorte de compilation, qui était la première compilation du rap belge, francophone, puisqu'il existait quand même d'autres choses en Flandre, mais là ça a été vraiment la première compilation de rap belge francophone. Street Knowledge TV est heureuse de vous présenter sa toute première émission en direct de Bruxelles. On va parler un peu de la partie média maintenant. Donc, tu deviens animateur sur KIF avec Street Knowledge. C'est quelque chose qui vient d'abord de KIF ou après, parce que j'ai vu ça sur YouTube en format filmé. Comment ça vient? C'est d'abord KIF, c'est après? Non, pas du tout. Street Knowledge, c'est une émission. On était le premier média, on va dire, sur les plateformes. On n'était pas vraiment sur YouTube, on était sur une plateforme qui s'appelle Vimeo. Ah oui, c'est ça. Vimeo, et en fait, c'est à l'initiative d'un gars d'un frérot qui s'appelle Snipe, qui a fait partie aussi de la Zoo Nation, de se dire, en fait, il n'y a pas de vrais médias, il n'y a rien sur les réseaux sociaux commençaient à évoluer, il y avait Vimeo, il y avait MySpace, etc. Et donc, il n'y avait pas vraiment de médias. Et lui m'a proposé, à moi-même, à Defiji, à d'autres, de créer quelque chose. Et on l'a créé en faisant des premières vidéos, en allant voir des artistes, en leur posant quelques questions, en faisant un petit peu ce que nous, on a vu sur des MTV Rap, sur des reportages, etc. Et on a essayé d'aller voir un maximum d'artistes belges. Et de par le petit succès, on est bien d'accord, c'est un succès assez local, mais de par le petit succès local que Street Knowledge sur les réseaux a obtenu, KIF nous a appelés en demandant de faire la même émission sur KIF. Au départ, c'était même l'idée de diffuser l'émission vidéo en audio, un peu comme un podcast finalement, même si le podcast n'existait pas réellement, mais c'était un peu l'idée. Mais on a préféré se dire, non, faisons une vraie émission radio. Ouais. Déclinons le truc en radio. Alors on a été un petit peu victime, mais avec plaisir, on a été un petit peu victime de notre succès, puisqu'à la base, on voulait juste diffuser des musiques, parler d'histoire, etc. Et finalement, on était un peu la seule émission qui avions la possibilité d'accueillir des artistes. Et tous les artistes, c'était un petit peu le passage obligatoire pour promouvoir un album, un maxi, un freestyle, etc. Et donc, on a évolué comme ça au sein de KIF pendant pas mal de temps, je crois 3 ans, 4 ans, je pense, au sein de KIF. Et puis, on a quitté KIF parce que, voilà, on sentait qu'on avait envie de passer à autre chose. Et de là, Street Knowledge s'est transformé. On a créé une plateforme qui s'est appelée Yezer. J'allais en parler, justement. Voilà, à l'initiative de Darby, qui faisait partie aussi de la Zoo Nation et de Street Knowledge, et de Sergio. Et on a créé Yezer, qui a été un petit peu la suite de Street Knowledge, mais qui n'a pas duré longtemps. Parce que d'abord, on avait vu grand, on avait envie que ça prenne vraiment de l'ampleur. Et quand on voit aussi la qualité d'Yezer, on était passé aussi à un autre level. Mais voilà, il y a eu l'épisode Tarmac qui est arrivé au même moment, plus ou moins. Et c'est pas qu'on voulait choisir, c'est que ça faisait un petit peu concurrence. Et on s'est dit, on va voir un petit peu comment Tarmac va évoluer. Sachant que moi, en plus, j'y travaille, et j'y travaillais, et j'y travaille encore. Et donc, on s'est dit, attendons... En 2017, t'es arrivé là-bas? C'est ça, avant la création, à la création du média. Et on s'est dit, avoir Yezer qui va essayer de faire vivre ses vidéos, alors que là, il y a Tarmac qui fait partie de la RTBF, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a mis Yezer un petit peu en pause. Mais les vidéos existent toujours. Et on a je vous invite à regarder justement Street Knowledge TV. Il faut taper Street Knowledge TV parce que sinon on tombe sur un format combini qui s'appelait Street Knowledge. Mais il faut taper Street Knowledge TV sur YouTube. C'est très intéressant de voir des archives de ça. Justement, moi je me posais la question parce qu'en tant que moi-même membre d'un média, comme tu vois ici, Boîte Média indépendant belge, je me pose la question sur l'avenir des médias belges en Belgique. On va parler de Tarmac tout à l'heure évidemment. Quand on voit la flopée de médias français
qui ont du succès. On peut citer au moins 15 médias qui ont un succès énorme. En Belgique, c'est malheureusement pas le cas. Comment tu vois l'avenir en fait des médias belges? Non, je pense que tu es un petit peu pessimiste peut-être parce que tu compares, on va dire, la France et la Belgique. D'abord, la Belgique est quand même 5 fois plus petite au niveau population que la France. Ouais. Puis tu la divises en deux parce qu'il y a le côté francophone et le côté néerlandophone. T'enlèves un petit peu de côté allemand, mais là ça va, ça passe. Ensuite, dans la population francophone, tu enlèves toutes les personnes qui sont un petit peu plus âgées que 30 ans et il y en a quand même pas mal. Donc il te reste un pourcentage assez faible de gens qui vont suivre un média digital. Mais en tout cas, par rapport à la population qui existe et qui aime cette culture et qui écoute le rap ou qui aime la culture hip-hop en général, je pense que les médias se portent bien. Maintenant, bien entendu, si derrière, il n'y a pas une grosse maison, il n'y a pas une grosse structure, où il n'y a pas les finances qui suivent, il n'y a pas de subvention, c'est vrai que ça peut devenir compliqué. Puisque aujourd'hui, l'information va vite, est tellement diffuse et tellement complète. Aujourd'hui, on swipe sur son téléphone en un millier de secondes. Ouais. Donc, si l'information qu'on reçoit ne nous intéresse pas, on la swipe, on la passe. Donc, c'est normal qu'il y ait un moment, si on n'a pas la possibilité de donner, on va dire, quelque chose en plus aux médias dans lesquels on travaille et qu'on a envie de diffuser, c'est compliqué. On peut plus se permettre d'être sur un seul canal, en fait. On peut plus se permettre d'être sur YouTube. Il faut être d'office sur Instagram, sur Twitter, sur Exact. Et il faut savoir les gérer. Il faut savoir. Mais à partir du moment où vous gérez ça bien, où il y a des possibilités d'avoir une bonne com, une possibilité d'avoir un bel Instagram, un beau YouTube, que ce soit bien léché, un bon son, des chouettes artistes, je pense que le média peut bien se porter. Maintenant, est-ce que financièrement, un média belge va pouvoir survivre sur la longévité, sur la longueur, je ne sais pas. Ça, c'est pas moi qui peux le dire aujourd'hui. Je n'ai pas. Je parlais des médias en général, évidemment. Ouais, je parlais de nous pour. Oui, bien sûr, mais que ce soit vous, que ce soit votre média ou d'autres, on ne sait pas le dire. En tout cas, je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et je pense qu'il y a pas mal de médias qui ont existé. Il n'y a pas eu que Street Knowledge, il n'y a pas eu que SE, il y en a eu plein d'autres. Et je pense que, et même à l'époque, puisque nous avions déjà, nous, un média écrit. Nous avions déjà un média écrit dans le début des années 90, mais on n'était pas les seuls. Ouais. On avait Street Soul, qui était un magazine fait à la main. C'était des collages. C'était du collage avec machine à écrire, des collages, imprimantes, des copies. Ça s'appelait Street Soul. Il y a eu Boondocks, il y a eu Boondocks Project. Ils ont même fait un livre sur l'histoire du Boondocks Project. Il y a eu encore d'autres médias qui ont été faits autour du graffiti, autour du rap. Il y en a eu plein. Alors, est-ce qu'ils ont perduré? Non, mais ça a créé l'histoire. Ouais. Ça fait partie de l'histoire et ça fait partie de l'histoire aujourd'hui. Donc, je pense que, voilà, faut jamais baisser les bras et se dire, ben voilà, j'essaye, en tout cas, j'essaye. Est-ce que je vais me porter bien dans un an? On ne sait pas. Ouais. Est-ce que le média va bien se porter? On ne sait pas. Est-ce que j'aurai pas la possibilité d'aller ailleurs et me reconvertir dans un autre média plus professionnel ou dans lequel j'aurai vraiment ma vie au niveau financier? Peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et il faut que le média qu'on crée donne la chance aux acteurs de la culture, aux artistes de vivre, de s'exprimer, et ça va faire partie de l'histoire. Et c'est ça la beauté de la chose. Exactement, quand tu parles de faire partie de l'histoire, est-ce que tu considères, en tout cas pour nous j'ai l'impression que c'est ça, est-ce que tu considères aujourd'hui que créer un média, ou en tout cas globalement de parler de rap ou de n'importe quel art, est-ce que tu considères que ça fait partie du... Enfin, on fait ça pour en fait marquer l'histoire et marquer une capsule temporelle de ce moment-là, en fait, pour que ça puisse durer en fait. Mais certainement. Et certainement, maintenant avec le digital, je ne sais pas si tu as remarqué, le nombre d'archives qui ressortent. Alors je ne parle même pas de rap, je ne parle même pas de rap, je ne parle même pas de hip-hop. Si tu remarques le nombre d'archives qui ressortent, que ce soit des archives politiques, les gens sont sont à l'affût des archives. Ouais. Donc ça veut dire, là on est en 2022, bientôt en 2023. Mais imagine, pense en 2033, que les gens vont se dire « Waouh, c'était cool, il y a 10 ans, il y a eu... Ouais. » Tu me parles de Street Knowledge. Ouais, tout à fait. Mais jamais... voilà, c'est à pas si longtemps que ça. Pourtant, tu as parlé d'archives. Oui, c'est vrai. Alors que pour nous, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'est les années 2000, je te parle même pas des années 80. Mais ça va très très vite, évidemment. Mais tu me parles déjà d'archives pour Street Knowledge, pour te dire que c'est important et que oui, ça fait partie. Et puis le média, de toute façon, a toujours fait partie de l'histoire. Le média a permis aux gens d'exprimer pendant les guerres, les médias ont permis de s'exprimer pendant les conflits, pendant même les choses aussi joyeuses. Donc le média est important, bien sûr. En 2017, tu rejoins Tarmac, du coup, on en parlait justement. Tu peux nous expliquer quel est ton lien avec eux, avec Acro justement, donc le fondateur de Tarmac, et comment ça s'est fait?
Alors, le Tarmac, c'est une longue histoire. Donc, la RTBF avait besoin de remplir un gap pour une génération qui ne touchait pas, qui était justement les 15-24 ans. Il y a eu un homme qui est un monstre de la radio, qui s'appelle Jean Loubertin, qui a fait une étude au sein de la RTBF. Et en dehors de la RTBF, il faut savoir comment toucher ces jeunes de 15 à 24 ans. Ils ont bien compris que c'était d'emblée le digital et, bien entendu, les cultures, entre guillemets, on va les appeler comme ça pour que les gens comprennent, les cultures urbaines, pour ne pas l'appeler hip-hop, parce qu'aujourd'hui, hip-hop, ça veut parfois rien dire et tout dire. Donc, pour toucher les jeunes, c'était un média ainsi qu'il fallait créer. Que la radio n'était pas une priorité, dans un premier temps, ce n'était pas une priorité, parce que la radio et la télévision sont un petit peu parfois désertées par la jeunesse, bien que ce n'est pas totalement vrai. En tout cas, pour la radio, ce n'est pas totalement vrai. Et donc, le podcast maintenant aussi qui a voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire que la radio est désertée par les jeunes. La télé, c'est autre chose. Et la télé n'est pas désertée, mais elle est regardée d'une autre manière. Alors, après, donc, il y a eu cette audit. Il y a eu la possibilité, bien entendu, de postuler à une place de chef éditorial d'une chaîne dont on ne connaissait pas le nom. C'était Média Z, parce que c'est le média de la génération Z. Voilà. Et donc, moi, j'ai été approché par Accro, qui est un ami de très longue date. C'est ça, vous êtes amis à la base, en fait. Oui, bien sûr, parce que d'abord, on fait... Bon, il est presque de ma génération, un peu plus tard, bien sûr, mais il a connu l'époque NTM, BRC, etc., Assassin, et donc on se connaissait déjà depuis très longtemps, même au niveau de la famille, etc., et donc il m'a demandé juste de le rejoindre dans cette aventure. Il n'y avait encore rien de construit, c'était vraiment le début, tout était sous plan, le studio commençait à se construire, l'équipe commençait à se construire, et j'ai été un des premiers, je crois, à être dans l'aventure avec Accro. Et puis voilà, Tarmac est devenu ce qui est devenu après 5 ans d'existence. On est content. Bien sûr, tout n'est pas fait. Il y a encore du travail et on ne pourra jamais dire qu'on plaît à tout le monde et qu'on est validé par tout le monde. Mais c'est ça le but aussi, c'est d'avoir toujours des challenges, de pouvoir continuer à travailler, d'avoir la possibilité d'être toujours au top, de pouvoir toujours toucher les artistes, mais aussi le public et d'avoir aussi la possibilité de les toucher là où ils sont. Alors, on les touche par les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, la radio prend une place de plus en plus importante. J'ai vu une émission qui... Oui, on sait très bien qu'aujourd'hui, la radio est écoutée, peut-être d'une autre façon, peut-être en DAB et plus en FM, c'est vrai, mais elle est encore écoutée. Et alors, on est beaucoup sur le terrain. Et ça, c'est plus aussi mon travail, d'être sur le terrain et de faire connaître Tarmac sur le terrain, mais d'aussi apporter une expérience au public et de se dire, voilà, on a la possibilité, nous, avec cette grosse maison RTBF derrière nous, de vous apporter une chouette expérience. Donc apportons-la aussi à un public qui en a besoin, mais pas qu'à un public, aux organisateurs, à des partenaires qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir des partenariats comme ils aimeraient en avoir. Si nous, on a la possibilité de le faire, on leur apporte ça. Il y a des partenariats de partout. Maintenant, Tarmac sponsorise beaucoup de jeunes projets belges. J'allais justement te poser la question, tu parles de terrain. Toi, tu te considères maintenant comme maître de cérémonie, en tout cas c'est ta bio Insta. Est-ce que c'est ça que tu fais à Tarmac, c'est la gestion d'événements, la gestion de... Ah ouais, alors maître cérémonie, ça c'est encore une autre casquette de Phil One. Ça c'est encore autre chose, ça c'est parce que de fait, dans nos propres événements, j'ai pris le micro pour présenter nos propres événements, nos propres événements à la Zoo de la Zoo Nation. Et voilà, à l'époque, il n'y avait pas tellement de gens qui pouvaient animer, que ce soit un battle, une soirée, etc. Et puis petit à petit, j'ai continué à prendre le micro, que ce soit pour nos événements ou pour des événements qui n'ont rien à voir avec la Belgique ou la Zoo Nation ou Tarmac ou quoi que ce soit. Et j'ai continué à être aussi là-dedans. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'anime pas mal de gros événements, que ce soit en France, en Belgique, même parfois en dehors de la France même et de la Belgique, en dehors, même dans des pays anglophones. Donc, mais ça, c'est une autre casquette que je porte aussi. Mais chez Tarmac, mon rôle n'est pas MC du tout, pas du tout. Même s'il m'arrive de prendre le micro dans certains événements pour lesquels on est partenaire, ça m'arrive aussi de prendre le micro parce que c'est mon truc et j'aime bien animer, que c'est de fait quoi. Je suis là, j'ai le micro, on anime, voilà. Mais mon vrai rôle, c'est vraiment tout ce qui est partenariat et événements, que ce soit interne ou externe. En fait. Voilà. Mais en dehors de ça, je m'occupe de plein d'autres choses au sein de Tarmac, soit l'administratif, l'équipe, la technique, le studio. Enfin voilà, je m'occupe de pas mal de choses. On est revenu sur à peu près toute ta carrière. Tu parlais de quelque chose dont je n'ai pas parlé, maître cérémonie. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé parce que tu as une carrière juste incroyable. Quand je me suis renseigné, je me suis dit, mais c'est fou tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'après entre 20 et 30 ans, en fait, dans un domaine précis... Plus 30 que 20, toi. Oui. Plus 30 que 20, toi. C'était poli. C'est pour pas dire mon âge. Pour ça, je viens d'avoir 27 ans, là, c'est cool. Exactement, mais ça se voit.
dans un domaine précis, donc le hip-hop, même si évidemment maintenant c'est très très large. Est-ce qu'on garde la persévérance du début? Est-ce qu'il y a toujours la flamme dans ton histoire d'amour justement avec le hip-hop? Alors c'est même pas une persévérance, c'est juste une passion. C'est juste une passion, une façon de vivre. Alors cette passion, on peut même mettre en péril, pourrait mettre en péril même un couple, une vie de famille, mais c'est une telle passion que c'est accroché à toi en fait. Et en fait, comme disait KRS-One, tu fais le rap, je le traduis direct en français, tu fais le rap, mais tu vis le hip-hop. Ok, ouais. Ça veut dire que tu vis cette culture, c'est même pas que voilà, j'ai la même envie d'être dans des événements ou quoi, non, c'est juste ma vie en fait. C'est juste ma vie et ça fera partie de ma vie jusque quand Dieu me reprend dans ses cieux, mais voilà, c'est juste, ça fait partie de ma vie, c'est ma passion, je suis tombé dedans un peu comme Astérix depuis 83 et voilà, je suis toujours dedans, 40 ans après. 40 ans après, tout à fait, c'est incroyable. Quelle est la suite pour Phil One? Phil One aujourd'hui, j'ai envie bien entendu de continuer à faire évoluer Tarmac parce que je pense que c'est un média que notre génération n'a pas connu, n'a pas eu la chance d'avoir à ses côtés. Alors comme j'ai dit, on a encore pas mal de boulot, il y a encore pas mal de choses à faire, bien sûr. Il y a pas mal aussi parfois de remise en question, c'est clair. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Mais j'ai aussi envie de continuer à transmettre. C'est vraiment mon envie aujourd'hui, c'est de transmettre et de faire comprendre à ces nouvelles générations qu'ils ont vraiment quelque chose en eux, qu'ils ont vraiment ce skills que certaines générations n'ont peut-être pas eu ou n'ont pas pu exploiter plutôt, que cette nouvelle génération, elle peut encore aller loin. Et surtout de dire à ces nouvelles générations, les gars, vous avez de l'or en main, ne la gaspillez pas en fait. Derrière vous, il y a encore des gars qui viennent. Si on voit par exemple, surtout dans le break, je vais parler de quelque chose que je connais peut-être mieux que les nouvelles générations dans le rap, dans le break, aujourd'hui, il y a des gamins de 6-7 ans qui sont incroyables. Mais ça veut dire que si ces gamins de 6-7 ans, on arrive à les garder, on arrive à leur mettre en eux une passion comme nous on l'a eu, c'est des danseurs qui seront encore là à 16 ans. Et la roue va continuer à tourner. Comme j'ai toujours dit, si des pionniers, que ce soit aux États-Unis, ici en France, dans le monde entier, se sont battus pour que cette culture soit reconnue par les médias, par les institutions, par les gouvernements, par la politique. C'est pas pour aujourd'hui la rejeter et en faire quelque chose de banal. Si on s'est battu, si on a donné... Des gens sont morts pour cette culture. Des gens ont perdu des gens pour cette culture. Des gens se sont donnés, ont donné leur vie pour cette culture. Si des pionniers comme ça ont donné autant de leur vie, de leur être, c'est pas pour qu'aujourd'hui on banalise cette culture. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux nouvelles générations. Dire que vous avez de l'or dans les mains, les gars. Continuez à transmettre, continuez à faire les choses bien. Mais instruisez-vous. Faites travailler votre cerveau. N'allez pas tout droit dans le mur sans savoir ce qu'il y avait. Bien sûr, n'allez pas droit dans le mur sans savoir ce qu'il y avait avant. Pour savoir si on va marcher sur un chemin sans trébucher, il faut savoir ce qu'il y a avant. Il faut savoir quelles sont les racines de l'arbre pour que l'arbre fleurisse bien. Au bout de l'arbre, que le fruit soit comestible au bout de l'arbre. Il faut savoir ce qu'il y a à la racine. Donc instruisez-vous, apprenez. Apprenez de vos anciens, apprenez aussi des erreurs que certains pionniers ou certains anciens rappeurs, certains anciens artistes ont fait. Apprenez de leurs erreurs et allez de l'avant et faites-vous respecter. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir des portes qui se ferment devant notre mouvement. Ça, c'était il y a 25 ans. Une salle aujourd'hui ne peut plus avoir peur d'accueillir du rap. C'est plus possible. C'est encore le cas, tu crois? Oui, bien sûr que ça peut être encore le cas, bien sûr. Et ça m'offusque. Parce qu'on s'est battu pour faire comprendre aux instances, à la politique et aux gens au-dessus que c'est un réel mouvement, c'est une réelle musique, c'est une vraie culture. Il n'y a pas à en avoir peur, il n'y a pas à mettre des stéréotypes sur cette culture. C'est fini. On est une culture à part entière, on n'est pas une sous-culture, d'ailleurs on ne l'a jamais été. On n'est pas une sous-culture, on est une réelle culture. Et on est là pour encore vivre des années, mais se faire aussi respecter et être reconnu par les instances et par les gens qui, au départ, pensaient qu'on n'était qu'une mode ou qu'on n'était que de passage. C'est une magnifique conclusion. Et merci beaucoup, Phil. Je te remercie. Avec plaisir, en tout cas. C'est tout simplement incroyable. Si toi aussi tu as kiffé ce format, tu peux évidemment liker la vidéo et la partager, mettre un commentaire, ça nous aiderait énormément. Nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et même Facebook. Vous tapez Bouap Media, tout sera disponible dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi ce concept. Ciao. Un jeune d'aujourd'hui dans cette société qui est complètement plongé dans la drogue, dans la délinquance, dans le crime. Le hip-hop est un mouvement
qui nettoie notre esprit et qui nous met vraiment dans un esprit de paix et vraiment d'amitié, quoi. Je veux dire, nous on s'en fout. On s'en fout que tu sois blanc, tu sois noir, tu sois jaune. Ce qui est important, c'est ce que tu as dans l'esprit. Si tu as des bonnes choses dans l'esprit, c'est ce qui compte.